Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Il va être question du Qatar aujourd'hui. Le Qatar, on le connaît bien en France. À Paris, tout de suite, on pense au Paris Saint-Germain. On imagine évidemment aussi Al Jazeera, la fameuse chaîne d'information, ou alors le Qatar en tant qu'acteur international sur tous les gros dossiers, que ce soit le dossier libyen ou que ce soit le dossier syrien. Pour en parler avec nous, Christian Chesneau, qui est journaliste à France Inter, et Georges Malbruno, journaliste au Figaro, qui ont écrit ce livre, Qatar, les secrets du coffre-fort, un livre fort intéressant qui parle en fait de toute la société qatari jusqu'aux crises internationales. Avec une toute première question, le Qatar comme acteur international, on le connaît surtout à partir des crises syriennes et libyennes. Alors est-ce qu'on peut considérer que 2011 a été un tournant international ? Oui, c'est-à-dire qu'à partir des printemps arabes, le Qatar est passé d'une diplomatie de médiation, de conciliatrice, à une diplomatie de guerre sur le front. Et donc le Qatar a joué un rôle décisif dans la guerre en Libye, en livrant plusieurs milliers de tonnes d'armes, en jouant un rôle actif, en envoyant des forces spéciales sur le terrain, en envoyant aussi son aviation aux côtés de la française. Et puis après, sentant que le vent de l'histoire était du côté des frères musulmans, des mouvements islamistes, eh bien le Qatar a supporté tous ces mouvements. Et on le voit en ce moment en Syrie, où le Qatar aide les rebelles syriens en armes et en argent. Vous partagez ce point de vue, effectivement, que maintenant, parce que maintenant c'est vrai, c'est décisif, hein, là, c'est un acteur international de poids, le Qatar. Ah oui, tout à fait. Mais le Qatar a voulu profiter, si vous voulez, de l'absence des grands pays arabes. L'Arabie saoudite est empêtrée dans des problèmes de succession. L'Irak est toujours, 10 ans après la guerre, un nain politique. Eh bien, le Qatar, avec le sens de l'opportunité qu'a l'émir, a senti qu'avec les frères musulmans, ses alliés traditionnels, avec l'instrument Al Jazeera, avec Cheikh Qaradawi, ce prédicateur sunnite, eh bien, ils avaient l'opportunité de peser sur l'histoire qui est en marche actuellement au Moyen-Orient, d'autant plus que chez eux, ils n'ont pas à craindre de révolte arabe, puisqu'ils n'ont pratiquement pas de population, que la population est riche. Et donc là, il y a eu une intuition très forte de la part de l'émir, qui va sans doute même un peu loin, c'est notre avis, mais c'est aussi l'avis de nombreux responsables arabes, qui trouvent que le Qatar, quand même, ce petit pays de la taille de la Corse, avec une population autochtone de 180 000 habitants, lorsqu'on livre 18 000 tonnes d'armes en Libye, lorsqu'on finance, lorsqu'on arme les rebelles en Syrie, lorsqu'on le révèle, on veut créer une force de projection à l'étranger, on est passé dans un autre univers, dans une autre ambition qui est sans doute démesurée par rapport aux caractéristiques fondamentales de ce pays. On soit bien d'accord en plus parce que le Qatar était relativement proche de Kadhafi à un moment donné. L'émir était très proche de Kadhafi, ils s'entendaient très très bien, il y avait d'ailleurs des investissements de prévus et c'est vrai que d'ailleurs au début de la crise, le Qatar est plutôt réservé sur est-ce qu'il faut écarter Kadhafi de la Ligue arabe et puis assez rapidement l'histoire se met en marche et là ils vont vraiment switcher, ils vont passer du côté de la force avec les alliés, sentant que là il y a un très bon coup à jouer et peut-être après pour la reconstruction, on révèle dans le livre que l'émir avait le projet de créer une grande zone gazière, un grand port pétrolier et gazier qui ne s'est pas fait, mais il y avait aussi des arrière-pensées après. Alors si on remet ça, on voit effectivement qu'il y a une envolée avec la Libye qui se poursuit, vous en parliez avec la Syrie. Pendant longtemps, on a dit Qatar-Arabie Saoudite, c'est-à-dire ils fonctionnent un peu ensemble, ils arment les rebelles, c'est pas toujours le cas. Non, c'est la grande rivalité, si vous voulez. L'émir du Qatar a toujours eu la hantise de voir un matin des chars saoudiens pénétrer au Qatar et que personne ne réagisse, parce que le Qatar, c'est un nain par rapport à l'Arabie Saoudite, qui est la grande puissance sunnite de la région, mais c'est un wahhabite éclairé, l'émir, et par conséquent qui irrite, qui énerve beaucoup ses grands frères saoudiens, et donc sur de nombreux dossiers diplomatiques, il y a une rivalité, et encore aujourd'hui, même si Qatar et Arabie Saoudite militent pour renverser Bachar el-Assad, il y a souvent des différences, parce que c'est fondamental, le Qatar agit un petit peu en réaction à l'immobilisme, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, de Riyad. C'est aussi un peu l'enfant turbulent, c'est-à-dire que Riyad, l'Arabie Saoudite, c'est un peu le grand frère, et là, on a le petit frère qui est un peu brouillon, électron libre, et qui joue aussi les poissons pilotes, notamment par exemple pour les États-Unis. On sait que par exemple, le Qatar a ouvert un bureau des talibans. Donc pour les Américains, ça permet aussi de nouer des liens avec un pays un petit peu électron libre, très utile. Oui, parce que ça aussi, c'est très intéressant de constater que ce tout petit pays, vous faites bien de le dire, parce que il faut bien le voir que c'est une zone de sable avec des bédouins qui s'est enrichie ensuite. La diplomatie qatarienne
c'est 140 diplomates. Pour jouer ce rôle d'intermédiaire au niveau mondial, ça pose un vrai problème. Mais cette diplomatie est extrêmement active, sous l'égide notamment du Premier ministre et chef de cette diplomatie, Ahmad bin Jassem, qui a tout le carnet d'adresse international, qui est... Il faut bien comprendre que le Qatar s'est forgé avec cette diplomatie conciliatrice. On est amis avec tout le monde pour ne pas avoir d'ennemis. Si on a des ennemis, au moins on discute avec eux. Donc on accueille tout le monde, on est amis avec le Hamas, on parle à Israël, on est amis avec les talibans, on les accueille, on est amis avec les Américains, on accueille la veuve de Saddam Hussein, on a la base américaine. Cette diplomatie un peu floue, mais qui pendant longtemps a permis au Qatar de jouer un rôle actif au Liban en 2008, si vous vous souvenez de l'accord de conciliation, le Darfour également. Et puis il y a eu cette bascule, on en parlait tout à l'heure, en 2011, on passe de cette diplomatie conciliatrice à une diplomatie de combat, on livre des armes, on passe du soft au hard power. Alors une chose intéressante, vous l'avez évoqué, c'est 1995 quand l'émir prend la tête en fait du pays. Voilà. L'une des premières choses qu'il fait pour satisfaire les Américains, par exemple, c'est de reconnaître Israël. Ça montre bien le pragmatisme. Il noue des liens très vite. Et d'ailleurs, c'est Ahmed Ben Jassem qui va jouer les intermédiaires. Et très vite, il noue ces liens avec les Israéliens. Derrière, il y a des histoires de gaz. Il y avait aussi un projet avec Enron de créer un gazoduc. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre un peu ses œufs dans tous les paniers et pour après tirer les ficelles et d'en tirer les bénéfices. Allons jusqu'à nous, dans ces cas-là. Nous, c'est la France, on va prendre ce terme-là. Quels sont les rapports Qatar-France ? Les rapports sont très bons depuis très très longtemps. Les élites qatariennes sont francophiles, souvent francophones. L'émir père avait un palais à côté de Cannes. L'émir actuel a aussi une résidence près de Cannes. Le Premier ministre a un hôtel particulier à Paris. Ils sont là très très souvent. Mais cette relation, elle s'est intensifiée et elle s'est fortement personnalisée avec Nicolas Sarkozy après le règlement de l'affaire des infirmières bulgares. Le Qatar a avancé l'argent de la rançon. En échange, Kadhafi nous a promis un certain nombre de contrats qu'il n'a pas honorés. Et la troisième partie de ce deal, c'était la France ouvre ses portes aux investissements qatariens, permet à Ahmad bin Jassem de faire en sorte de rentrer au capital de Lagardère, d'Areva, ça n'a pas marché, d'essayer de renflouer les banques, Total également. Donc là, il y a eu une offensive avec l'appui de l'Élysée, pas toujours d'ailleurs en accord avec les sociétés concernées, de faire monter le Qatar au capital d'un certain nombre de sociétés. Il y a eu une espèce de partenariat, mais souvent on était dans le donnant-donnant. Et alors rapidement, est-ce que la France regarde toujours le Qatar en se disant il nous envahit, économiquement s'entend? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une vision journalistique? C'est-à-dire qu'ils achètent beaucoup, mais sauf que François Hollande arrive là au pouvoir depuis un an, il a une relation donc très dense, très fusionnelle avec le Qatar, donc là il va prendre un peu de recul, et en même temps on cite une anecdote dans le livre où quand il reçoit Ahmed Ben Jassem, le Premier ministre du Qatar, il reçoit son ambassadeur un petit peu, et il dit à son ambassadeur, parlez-moi du Qatar en 2 minutes, et l'ambassadeur lui répond, le Qatar c'est 120 milliards d'investissements dans les infrastructures sur 10 ans, et 20 milliards sur 5 ans dans l'armement. Et Hollande a un grand sourire et répond, votre parole est facile, je veux dire, votre démonstration est facile. Donc il y a des intérêts stratégiques d'État à État, des gros investissements, mais en même temps François Hollande est plus sur la défensive, à tel point que jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas allé au Qatar, qu'il était aux Émirats en Arabie. Donc il y a le souci, vu de Paris, de maintenir ce lien stratégique, parce que les investissements sont très forts des deux côtés, mais que politiquement, on prend peut-être un peu plus de pincettes. Il y a eu quand même une critique récente du Qatar sur l'intervention française au Mali, donc les choses ne font pas forcément... bougent un petit peu. Il y a des soupçons aussi également côté français de corruption et de considérer le Qatar comme une immense machine à corrompre. Donc, effectivement, les socialistes, François Hollande a tendance à regarder ça avec un peu plus de distance, mais on reste dans la réelle politique. On a besoin des investissements qatariens, de l'argent qatarien. Alors justement, l'argent qatarien, il sert à être un acteur international, on vient de le voir, il sert à faire beaucoup d'investissements, il sert aussi à faire tout ce que vous appelez le soft power, c'est-à-dire évidemment les deux noms qu'on a en tête dès qu'on pense Qatar, c'est Al Jazeera, magnifique réussite médiatique, et le sport. Alors je vais vous laisser le raconter, quelle est l'influence qatari par ces biais-là? C'est un coup de génie de l'émir. Dès 1996, il a l'idée de cette chaîne qui va révolutionner les médias arabes. Il va la développer donc, en arabe, en anglais, dans plusieurs langues. Il va même lancer en français très prochainement des chaînes de sport. Donc là, vraiment, c'est une force de puissance. C'est une projection de puissance. Il sécurise son pays. Voilà. Et l'idée, c'est de, encore une fois, donner la parole aux opposants, à tout le monde. Donc là encore, l'idée de se sécuriser. Et puis le sport, là, c'est un domaine où il n'y a pas de religion. C'est très consensuel. Et là,
l'idée, pareil, projection de puissance, Coupe du Monde, investissement PSG, avec l'idée encore une fois de maîtriser tout de A à Z, c'est-à-dire des événements, acheter des clubs, un équipementier, voilà. Donc c'est une vraie industrie, ils ont une vraie vision presque industrielle du sport. Et alors peut-être un faux pas sur Al Jazeera, en tout cas Al Jazeera en arabe, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours joué en fait le fait d'être tout à fait honnête, on va dire, dans ce terme-là. Et puis dans les premières révolutions arabes, là il y a un petit peu faux pas. Effectivement, Al Jazeera est devenu à amplifier ces révolutions et au point de devenir une télévision de propagande. C'est comme ça qu'elle est considérée dans un certain nombre de pays arabes. C'est pour ça d'ailleurs que son audience diminue aujourd'hui. Je pense que les dirigeants qatariens le savent. C'est pour ça qu'ils vont se repositionner sur Al Jazeera Sport, qui est un vecteur beaucoup plus neutre d'influence. Mais à travers Al Jazeera en 96, quand ils créent ça, c'était pour faire en sorte que l'on connaisse le Qatar. Et que si un jour, avec cette diplomatie déjà très active, eh bien, des ennuis arrivaient au Qatar, avec Al Jazeera, les Américains, les Français, les autres sauraient où se trouve le Qatar et sauraient venir en aide à ce petit émirat richissime, ambitieux, mais qui a une politique un peu risquée aujourd'hui. Alors il y a un plus dans votre livre, parce que bien évidemment il y a toute la situation internationale dont on vient de parler, mais il y a une magnifique photographie de la société qatari auquel on est peu habitué. Je vais la résumer en un mot, c'est vous qui m'avez donné la ligne, hein. C'est que vous avez dit, en fait il faut qu'ils dépensent tous les ans entre 40 à 50 milliards de dollars. C'est ça, parce que l'émir, il n'y a plus de dette au Qatar, elle a été remboursée en 2003, l'économie génère entre 50 et 60 milliards de cash tous les ans, donc il faut les dépenser. Excellent. Donc ils dépensent sur place, c'est-à-dire qu'ils construisent des infrastructures, d'ailleurs via les entreprises françaises, c'est Bouygues et Vinci qui va construire le tramway. Donc là, il y a un gros effort d'infrastructure, il y a la Coupe du Monde qui se profile, et puis ils investissent à l'étranger, et puis surtout, ils font couler la manne pétrolière et gazière sur leurs citoyens, sur leurs sujets. Rappelons qu'ils ont 100 000 habitants par tête d'habitants, 100 000 dollars, et donc pas de chômage, emploi à vie, évidemment un niveau de vie extraordinaire. Quand on se marie, un jeune couple reçoit un terrain de 1200 mètres carrés, on lui donne 40 000 euros pour construire sa maison, pour acheter des meubles. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont choyés, qui croulent sous l'argent. Ils achètent la paix sociale. Et alors voilà, donc pas de révolte sociale évidemment, parce que quand on a tant d'argent, on se révolte pas. Mais sur le long terme, parce que forcément il y a la rente gazière et la rente pétrolière, sur le long terme, est-ce que c'est un pays qui fait des investissements stratégiques? Est-ce que pour son avenir, pour le bédouin du 21e siècle? Tout à fait. L'émir a un plan, c'est le plan Qatar 2030, qui a un certain nombre d'objectifs. Et les participations dans des sociétés françaises comme Total, Vinci, Veolia, sont les participations stratégiques pour avoir un transfert de savoir-faire au Qatar, pour développer le Qatar. Et donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la philosophie de leurs investissements, c'est des investissements, je dirais, financiers. On achète les murs de telle entreprise ou telle société qu'on va revendre quelques années après, donc spéculatif. Le troisième aspect également, c'est des achats, je dirais, de compulsion. L'émir, HBJ et d'autres aiment la Belle Pierre, aiment Paris. Le Royal Monceau leur plaît, ils l'achètent. Autre aspect de cette diplomatie et de ces achats, c'est, je dirais, des investissements diplomatiques. Lorsque l'émir va en Égypte, va en Tunisie, etc., ou en Bulgarie, il propose X millions de dollars d'investissement pour faire en sorte que la diplomatie qatarienne ne soit pas uniquement une diplomatie, je dirais, de parole, mais aussi qui aide aussi ces pays qui se sont révoltés. Pour conclure, parce que je voulais ouvrir sur un dernier point quand même, c'est que, parce que là encore vous le soulignez bien, il y a un émir qui est extrêmement moderne, avec sa seconde épouse, la Shiramoza, qui se montre. Hein, donc là, vous allez m'en dire un mot. Est-ce qu'il va y avoir un décalage entre cet émir moderne et cette société qui est conservatrice Le décalage, il existe déjà, parce que vous avez une société ultra conservatrice, donc bédouine, wahhabite, plutôt renfermée, opaque. On dit d'ailleurs dans le livre, il y a beaucoup de consanguinité. Donc, et vous avez un émir, comme vous l'avez dit, assez haut en couleur, qui veut ouvrir, libéral, qui a même construit une église au Qatar. Et puis sa femme Shiramoza, qui porte à peine le voile, qui crée on pense à Rania Djordani, c'est un peu le même genre, voilà, oui, et qui crée un orchestre philharmonique, voilà. Donc tout ça, évidemment, ça gêne les gens sur place, et donc ça grippe. Et évidemment, là, il peut y avoir quelques petits problèmes, mais c'est surtout au sein même de la famille royale où il y a des vraies divisions entre les libéraux et les conservateurs. On doit conclure d'un mot. Je vais vous laisser la conclusion. Tamim, le fils, l'héritier, il sera à la hauteur?
On n'en sait rien parce que je pense que lui-même n'a pas fait ses preuves encore. L'émir le teste. Simplement, Tamim est conscient des défis qui l'attendent, est conscient des conséquences de cette politique un petit peu aventuriste qui est celle du Qatar aujourd'hui. Et ce qu'on pense, et ce que pensent un certain nombre de Qatariens ou de diplomates sur place, c'est qu'avec Tamim, conscient de ces problèmes qu'il risque d'avoir à gérer tôt ou tard, eh bien, on va revenir à une gestion plus, je dirais, entre guillemets, plan-plan du Qatar, avec sans doute moins d'activisme et d'interventionnisme à l'étranger. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention sur France 24. C'est donc un livre passionnant à découvrir, Le Qatar, les secrets du coffre-fort, signé donc de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur France 24.